Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fouzia Bouzerda, bonjour. Bonjour. Alors on se souvient qu'il y a 2 ans, vous étiez présenté comme une possible future maire de Lyon. Finalement, après les municipales, vous êtes retrouvée simple conseillère d'arrondissement. Qu'êtes-vous devenue? Vous avez repris une carrière d'avocat? Alors, je n'ai pas repris, j'ai poursuivi ma carrière d'avocate, parce que je suis avocate depuis 25 ans, et donc ça me permet de continuer à m'investir sur des sujets importants. Et vous êtes toujours présidente du Modem Lyon, et ancienne présidente du Citral. Cette semaine, vous avez vu que un peu votre bébé s'est agrandi avec la création de l'autorité organisatrice des mobilités et des territoires lyonnais. Je suis obligé de le lire parce que c'est quand même nouveau. Donc un Citral finalement plus grand, plus large. C'est un moment historique pour l'agglomération? Oui, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, c'est vraiment un moment important. On y a beaucoup travaillé, cet établissement public qui est né en même temps que la loi mobilité et qui a la vocation en fait, de porter une très belle ambition de mobilité, c'est-à-dire sur une empreinte géographique bien large et puis de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul réseau, en fait, qu'on ne parle plus de Gare du Rhône, de Libellule, de TCL, qu'on puisse prendre indifféremment les transports pour aller à tous les coins de l'agglomération et puis qu'on intègre aussi peut-être un peu de ferré, puisque la région est membre à part entière, et qu'on gomme un peu cette rupture territoriale, vous savez, ce qui anime beaucoup. Donc il y a une forte adhésion à plus de mobilité et c'est un outil extraordinaire pour développer les transports en commun. Alors ce qu'on a retenu de la semaine, c'est la passe d'armes entre la majorité et l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu d'hypocrite dans cette histoire? Est-ce que finalement, si les écologistes étaient restés dans l'opposition, ils seraient montés au créneau pour dénoncer un manque de démocratie, une place de l'opposition pas suffisamment forte dans le nouveau Citral? Et si vous aviez été aux manettes, finalement vous auriez fait la même chose, laissé peu de place à l'opposition pour pouvoir vous assurer de faire passer vos décisions. Mais en fait, vous savez, l'établissement public, il n'a pas atterri sans réglementation, hein. Il y a une gouvernance qui est organisée et elle a été construite en amont. Elle a été construite aussi avec ceux qui sont aux manettes du Citral aujourd'hui. Donc je trouve que c'est dommage de gommer ça pour des craintes un peu qui restent hypothétiques, hein, parce que très clairement, bon, la métropole a la majorité des voix et des sièges, elle a 71 voix sur 98, et moi je le dis toujours, en fait, une majorité, ça se construit, ça ne se décrète pas. En plus, au sein de l'établissement public, qui est-ce qui va voter contre plus de bus, contre plus d'offres? Moi je sais qu'au mandat dernier, on votait tout quasiment à l'unanimité, et on avait des écologistes, des socialistes, des centristes, des indépendants et des républicains. Donc je trouve que c'est dommage de lancer un outil aussi extraordinaire avec ce genre de petites restrictions, de petites guéguerres politiques. C'est dommage parce qu'avant tout, l'usager, il s'en fout finalement. Il lui faut plus de bus, il lui faut des métros, il y a un enjeu majeur. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais tout le monde est d'accord aujourd'hui pour développer du transport. Donc je vois mal des élus qui sont en demande depuis aussi longtemps, notamment dans les communautés de communes, qui tapaient à la porte pour rentrer dans le Citral, s'allier tous entre l'opposition, la région, toutes les communautés de communes pour voter contre des projets de mobilité. Je me dis qu'à un moment, c'est aussi bien d'apprendre à construire en fait une majorité, et c'est ce qu'on a fait pendant des années au Citral. Construire des projets pour justement qu'au moment du vote, ce ne soit plus qu'une question, j'allais dire, de pragmatisme pratique. Mais c'est ce que je dis, en amont, ça se construit, c'est dommage. Après, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour faire adhérer à un modèle de gouvernance plus respectueux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il ne faut pas occulter ce que c'est que le lancement de l'outil de l'établissement public. L'établissement public, c'est plus de transport, plus d'ambition, on peut intégrer du tram-train, on peut travailler avec des territoires de l'Ain, de l'Isère, on ne pouvait pas avant, pour faire en sorte d'intégrer en fait toutes ces mobilités. Et puis, on a les moyens de développer un outil fantastique. On a un versement mobilité qui s'applique à tout le territoire et qui est une des recettes majeures du Citral. Donc, utilisons cette dynamique-là, ce lancement-là, l'ambition qui était dans la loi mobilité, sur lequel on a passé un temps fou pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça réussisse. Meilleure coordination avec les gares, avec les trains, on a des gares de partout. On a des gares à Lyon, on a des gares en métropole, une meilleure interaction, une meilleure intermobilité. C'est ça l'établissement public. Donc il faut remettre ça en perspective pour rassurer et dire que voilà, on va travailler ensemble. Si vous êtes d'ores et déjà, il est même pas j'allais dire, lancé, il n'y a pas eu de premier conseil d'administration et que c'est déjà un blocage, je trouve que c'est dommage, quoi. Alors on rappelle simplement l'état du sujet, c'est que Bruno Bernard a proposé seulement 4 postes à l'opposition, qui en voulait 7. Bruno Bernard répondant qu'à 7 postes pour l'opposition, il n'était plus assuré d'avoir une majorité. Or, comme c'est la métropole qui finance essentiellement le Citral, c'était potentiellement, effectivement, voir tous ces projets bloqués pendant le mandat. Et on voit bien que le climat politique entre majorité et opposition, depuis le début du mandat, ne
laisse pas augurer une collaboration facile. Mais vous savez, la collaboration, il faut faire le pari de la confiance des fois et de l'intelligence. La collaboration, elle se construit. Au départ, le métro E, ce n'était pas l'unanimité. C'est devenu l'unanimité avec une vraie concertation et en travaillant avec des maires d'opposition. Donc, à un moment, il faut aussi que chaque personne se mette autour de la table et qu'on oublie, en fait, qu'on oublie des guéguerres et qu'on travaille ensemble. L'opposition, c'est sain. Dans une collectivité, c'est sain dans un établissement public. Il faut que l'opposition soit là. En plus, dans l'opposition, il y avait qui ? Il y avait des élus qui sont des farouches défenseurs depuis des décennies des mobilités. Moi, je pense à certains élus, je ne vais pas les citer, mais qui sont des moteurs de mobilité. Donc, je trouve que c'est dommage de s'en priver en faisant des calculs à 3 bandes et en se disant « Oh là là, je vais risquer de… » Pensez à David Kimmelfeld, Michèle Vullien, par exemple. Michèle Vullien, quand on a porté la loi L'Homme, elle était hyper mobilisée. Enfin, je veux dire, c'était une sénatrice, elle a travaillé avec nous sur l'établissement public. Avant tout, elle voudra développer les mobilités. Je veux dire, c'est plus des enjeux politiciens, là. J'ai testé David Kimmelfeld, mais vous n'êtes pas tout à fait réconcilié. Non, mais je veux dire, on peut comprendre que David, mais il n'y a pas de sujet, de réconciliation. On peut comprendre que David, qui est un opposant politique, mais de premier plan, parce qu'il a été aussi président de la métropole, pourrait avoir des défiances. Mais enfin, il y a plein d'élus. Je vous dis, comme Michèle Vullien, on ne peut pas la suspecter de vouloir autre chose que de faire avancer les mobilités. Donc, je dis que c'est dommage et qu'il faut faire ce pari-là. Et il faut remettre autour de la table. C'est pas trop tard. Je veux dire, c'est pas trop tard pour réintégrer de nouveaux membres dans l'opposition. Enfin, ils étaient 7, ils sont 7. Il n'y a pas de sujet. Enfin, puis faites vos calculs. C'est quoi perdre une majorité ? Vous avez 71 voix, 98 sur le total de 98, même si vous enlevez celle de votre majorité. Enfin, après, il faut convaincre les gens sur des projets emblématiques. Mais je vous dis, qui encore va voter contre plus d'offres, contre plus de métro, qui va voter contre ça ? Vous voyez des élus aller répondre aux Lyonnais, aux métropolitains pour leur dire « Ah oui, au fait, j'ai voté contre le métro sur mon territoire ». Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il faut arrêter d'être ultra défiant et puis il faut apprendre à travailler. En plus, je vous dis, le sujet de gouvernance, il se prépare en amont, il se démine en amont. Alors là où un consensus est en train de se créer, peut-être c'est autour du métro E. On se souvient que vous le défendiez dès avant les dernières municipales, mais que toute l'opposition était plutôt contre, estimant que ce n'était pas forcément la priorité. Les écologistes ont relancé une concertation. Ils retiennent finalement 2 grands projets, le métro E, avec peut-être un autre terminus que celui que vous aviez imaginé, puisqu'ils ne veulent pas le connecter à un tronçon ouest du périphérique qui n'existera pas. Et puis le métro B vers Rieux et Caluire. Donc finalement, un consensus peut se dégager dans l'agglomération vers ce nouveau plan métro ? Oui, moi c'est ce que je dis. On a lancé plein de concertations qui se sont terminées par plein de pétitions différentes de territoires différents. Il ne faut pas opposer les territoires. Il y a des solutions. Le Citral et le futur établissement public disposent de solutions. Dans le schéma de la ligne E du métro, à un moment, il y avait aussi sa prolongation jusqu'à l'Est. Donc en fait, l'arbitrage, ce n'est pas Ouest contre Est, c'est une vision plus globale, plus intégrée et au long terme. C'est-à-dire que le premier tronçon, c'était une entrée ouest, Tassin et un peu plus le Grand Ouest, jusqu'à Pardieu-Est. Ça, c'est le premier tronçon pour lequel on a voté des études préliminaires, fait des sondages. On en était même à décider où on mettait les stations de métro au sein de l'agglomération. Et donc, la ligne B, la ligne E et la ligne E qui peut aller jusqu'à l'Est. En fait, on a les outils pour répondre à tous les territoires. Le métro B que vous n'aviez pas retenu à l'époque, là qui est retenu. C'est pas qu'on n'a pas retenu, sur lequel on avait lancé, en fait. On a lancé des études sur toutes les lignes de métro, toutes les lignes de tramway, sur les navettes fluviales aussi dont on ne parle plus. Et l'enjeu, c'était de se donner des outils pour pouvoir construire un vrai schéma à 2040. Et parmi ce schéma-là, il y avait bien évidemment la ligne B, puisqu'on avait un sujet avec Charpennes sur lequel, vous voyez, il n'y a pas de voies qui nous permettent, j'allais dire entre guillemets, de pouvoir le poursuivre. Donc l'enjeu, c'était effectivement cette ligne B, parce qu'on avait identifié un fort niveau de déplacement et on la connectait avec d'autres mobilités à terme. Par contre, il semble écarter le prolongement de la ligne A jusqu'au grand stade de Mézieux et le prolongement de la ligne D jusqu'à la Duchère. Là-dessus, vous n'avez pas d'opposition particulière non plus. Mais je vous dis, dans le principe de la ligne E, il y a aussi un schéma de la ligne E qui va jusqu'à l'Est et qui remonte jusqu'à Dessines-Mézieux. Donc des solutions, il y en a. Après, il faut les cranter dans le temps, il faut les financer. Mais dans le principe, on ne va pas dire bah, « tiens, il y a des territoires oubliés ». Aucun territoire n'a besoin d'être oublié avec les schémas et enfin tous les scénarios possibles.
Alors, autre sujet, on vous a vu à la tête du comité, enfin faire partie du comité de soutien à Emmanuel Macron, démarrer la campagne, donc, ce qui est assez logique en tant que présidente du MoDem à Lyon. Pour l'instant, pas de Gérard Collomb. Est-ce que vous allez vous réconcilier dans ce comité de soutien à Emmanuel Macron? Écoutez, moi, je ne suis pas fâchée avec Gérard Collomb. Après, chacun aussi décide du choix du candidat qu'il veut voir élire à la tête de la présidence de la République. Moi, je me souviens qu'en 2016, Gérard Collomb m'avait dit qu'il y avait un gars fantastique qui pouvait être président de la République qui s'appelait Emmanuel Macron et qui m'avait mobilisé, moi, comme centriste à l'époque, autour de cette candidature-là. Je n'ai pas changé depuis 2016-2017. J'étais déjà mobilisée comme référente à l'époque locale, territoriale sur le 3e, pour la candidature d'Emmanuel Macron. Ça ne change pas. Je considère toujours que c'est le meilleur candidat pour nous, pour conduire la France. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Gérard Collomb? À un moment donné, on vous voyait comme possible futur maire de Lyon, et puis finalement, on a compris que vous étiez assez fâché dans la dernière municipale. Il s'est passé une campagne, et la campagne, au-delà même du résultat, c'était plutôt l'atmosphère de cette campagne-là, c'est tout. Après, je ne suis pas fâchée, j'ai fait des choses extraordinaires avec Gérard Collomb, j'ai eu l'occasion de lui dire. Je reste une femme engagée et je reste surtout une femme libre, c'est tout. Et vous souhaitez le voir revenir dans le comité de soutien d'Emmanuel Macron? Mais bien Macron? sûr, je veux dire, Gérard Collomb, il a quand même porté haut la candidature d'Emmanuel Macron. On ne va pas lui faire... je veux dire, c'est quand même un des artisans de cette dynamique qui s'est présentée localement. Voilà, je sais qu'il est de bon temps de lui reprocher tout et n'importe quoi, mais là-dessus, il a été particulièrement moteur. Moi, j'espère que de toute façon, il n'a pas changé d'avis. Puis je vois pas quelle autre personne pourrait incarner ce qu'il a porté localement, c'est-à-dire ce rassemblement, cette volonté ni droite ni gauche. C'est pour ça aussi que, venant de son opposition, je l'avais rejoint, parce qu'il y avait vraiment une vision de dépasser les codes et les clivages. Donc là-dessus, je ne vois pas quel autre candidat incarnerait mieux ce que lui-même a porté pendant autant d'années sur la ville de Lyon et la métropole de Lyon. Vous espérez retrouver David Kimmelfeld aussi? Mais j'ai pas de sujet, en fait. C'est vous qui pensez qu'il y a des braquages. J'ai pas de sujet. J'échange pas très régulièrement, mais il m'arrive d'échanger avec David Kimmelfeld sur des sujets importants ou sur d'autres sujets que politiques. Après, il faut quand même dépassionner les choses. On a un engagement politique qui nous fait faire des choix qui ne sont pas les mêmes que tout le monde. Mais après, c'est quand même dépassionné. Enfin, on n'est plus dans des cours de récréation où il faut avoir une vision qui vous permette de dépasser. Il y a des engagements politiques et puis il y a des relations personnelles entre les uns et les autres. Voilà, moi, je suis jamais ni dans l'acrimonie, ni dans la nostalgie. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. J'ai été une femme engagée avant de faire de la politique. Je reste quand même toujours engagée. Et donc, l'engagement, ça passe par des engagements politiques, par des prises de parole. Est-ce que ça passe par les prochaines législatives en juin prochain? Eh bien, écoutez, on verra. Je reviendrai ici, vous me réinviterez à ce moment-là. Et nous reparlerons cette fois des législatives. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On est quand même dans une situation qui est quand même complexe dans notre pays, où on a autant de gens qui sont heureux individuellement et malheureux et inquiets, ou en tout cas incertains dans le climat qu'on a autour. On a une hystérisation de la vie politique, des radicalités toujours plus violentes. Je pense qu'on a besoin d'un leader qui tienne le cap, qui fasse des réformes et qui nous rassemble. Parce qu'à un moment, la politique, c'est avoir une vision, apporter des solutions et rassembler les personnes. Fouzia Bouzerda, je vous remercie. Merci Quant à vous. Moi, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et surtout une année 2022 avec peut-être plus de politique, moins de Covid. À l'année prochaine.